Merci beaucoup Xavier. Donc, nous allons commencer la première table ronde de l'après-midi qui est consacrée au progrès de l'EPR de Flamanville. Et donc j'ai le grand plaisir d'appeler Ludovic Dupin qui va donc modérer cette table ronde. Et Ludovic est le directeur de l'information de la Suède et le rédacteur en chef de la RGN. Et aussi Alain Morvan, Vincent Vanelli et Sophie Lemaire. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup Xavier pour ce tour d'horizon des EPR à venir en France et dans le monde. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'EPR de Flamanville, cet après-midi. Donc, on en parle beaucoup, tout le temps, dans la presse, dans la campagne politique. Et je pense que c'est le moment de faire un point sur où on est plus ce chantier, où on est ce réacteur. Monsieur Morvan, je vous donne la parole en premier pour nous faire une sorte d'étape à l'instant T de la situation. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Alain Morvan, directeur du projet Flamanville 3. Et puis, je commencerai déjà par remercier la SFED, Valérie Philippe, de me donner la possibilité donc d'intervenir devant vous lors de cette convention. C'est un grand honneur. Et puis, c'est également une fierté d'être finalement au sein de la famille EPR dont on a parlé ce matin. Donc, merci pour cette invitation. C'est moi qui passe les slides. Oui, donc je ne vais pas vous inonder de chiffres sur l'EPR de Flamanville. Je pense que ce qu'il faut retenir, et c'est ce que j'explique à mes équipes déjà depuis plusieurs mois, c'est qu'on est réellement sur un site qui est quasiment dans sa configuration définitive. Nous sommes sur un site en pré-exploitation maintenant depuis quelques mois. J'ose même dire en exploitation pour une certaine partie, mais Vincent y reviendra tout à l'heure. On a le combustible qui est sur site et puis on a les équipes d'exploitation qui se forment, qui sont avec nous auprès de cette machine, au sein d'une équipe complètement unifiée au service du démarrage de Flamanville. Alors, ce qui me semble important de retenir, c'est que nous sommes réellement dans la dernière ligne droite. Alors, on a beaucoup parlé de Flamanville et de ses soudures et je les évoquerai dans quelques instants. Mais ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être venus sur le site récemment, on est vraiment dans un sprint final où les équipes sont, j'ai dit, unies, les équipes du site, mais également avec les forces d'ingénierie qui sont vraiment en soutien du site et les équipes d'ingénierie d'exploitation qui se préparent à accueillir ce nouveau réacteur dans le parc français. Et on sent au quotidien, semaine après semaine, une vraie tension positive qui se ressent sur le site, avec les gens qui voient les essais revenir après finalement une longue période où on s'est plutôt attaché à faire des finitions, à soigner la qualité du produit et puis à travailler sur nos soudures. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où encore une fois, la tension est perceptible, mais une tension saine avec des équipes qui voient le ciel s'éclaircir et qui se motivent pour finir Flamanville. Et ce qu'on porte ensemble avec Grégory, le directeur de l'exploitation, Grégory Enfling, c'est qu'on doit vraiment finir cette EPR en qualité. Ça a été évoqué tout à l'heure par Xavier, mais ça a été également évoqué ce matin. Sachant que la qualité de ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera la sûreté de demain. Donc c'est vraiment essentiel qu'on délivre un produit qui soit de très bonne qualité. On a prévu quelques illustrations de ce site finalement qui est en pré-exploitation. Alors sur les photos de gauche, c'est le bâtiment de crise, ce qu'on appelle le CCL, le centre de crise local, qui est une structure demandée par l'autorité de sûreté, notamment suite à l'événement Fukushima. Donc pour Flamanville, le CCL est complètement opérationnel. Il est commun à Flamanville 1, 2 et 3. Donc ce sont des structures qui ont été pilotées par l'ingénierie nouveau nucléaire, mais qui sont complètement transverses. Vous avez également une photo du bâtiment réacteur, une photo un peu plongeante avec la piscine qui est recouverte de ces dalles. Aujourd'hui, le bâtiment réacteur revêt quasiment sa situation définitive. On est vraiment dans les dernières finitions. Et puis, une photo de la salle des machines qui, elle, également est finie. On a vraiment quelques chantiers en fin de réalisation, avec finalement 90% des bâtiments de Flamanville qui sont aujourd'hui transférés. Ça veut dire que l'exploitant en a pris possession.
En termes de système transféré qui permet finalement de développer les compétences de l'exploitant, 70% des systèmes sont transférés. Et puis, depuis la salle de commande, tous les matériels sont opérés depuis la salle de commande. Donc, une installation qui vit. On a eu la chance la semaine dernière d'avoir des journalistes sur le site qui ont pu finalement sentir cette installation qui est prête à démarrer avec un niveau de finition qui est élevé. Bien évidemment, les quelques pourcents qui manquent en finition, ce sont les plus difficiles à aller chercher, mais on s'y attache tous les jours. Alors, toujours en termes de transfert, je l'ai un petit peu évoqué, donc là vous avez la salle des machines, je ne vais pas y revenir. Vous avez également une photo du bâtiment réacteur. Alors, on a transféré le bâtiment réacteur, mais bien évidemment, les derniers systèmes à transférer, c'est les systèmes liés au bâtiment réacteur. Et là, on avance. Le premier système en R, donc lié au réacteur, a été transféré la semaine dernière. Donc là aussi, on est sur une bonne trajectoire avec tout au long de l'année 2022 la fin des systèmes en R qui vont être donc les systèmes réacteurs qui vont être testés et transférés progressivement vers l'exploitation. Alors, j'ai évoqué la qualité, ça me semble important. D'ailleurs, on en a fait un slide parce que c'est vraiment un point qui nous a complètement mobilisés au début de l'année 2020. L'année 2019, c'était une année d'essais d'ensemble, des essais à chaud, où finalement on a vérifié que la machine répondait bien à toutes ces fonctions telles que designées. Depuis 2020, on s'est attaché avec l'ensemble des équipes de Flamanville de mettre la qualité au centre des préoccupations. Non pas qu'on s'en occupait pas par le passé, mais par le passé, c'était plutôt il fallait faire le montage de masse, puis faire les essais. Une fois que les essais sont massivement réalisés, il faut s'assurer que l'ensemble a été construit tel que designé, que vous avez toutes les preuves de fabrication des matériels installés sur l'installation, que les rapports de fin de montage sont complets. Donc on a vraiment mis l'accent pendant 2 ans, avec une grosse équipe, une 50aine de personnes mobilisées pendant 2 ans, à réaliser plus de 52 000 contrôles sur l'installation, que ce soit des contrôles matériels, des contrôles de documentation. Finalement, s'assurer qu'on a bien la preuve papier de tout ce qu'on a fabriqué sur Flamanville et que c'est conforme aux exigences. On a également eu un lourd programme de recontrôle en plus des soudures sur lesquelles je devais intervenir pour les remettre à niveau. L'autorité de sûreté nous a demandé de monter un programme de contrôle. Donc on a recontrôlé plus de 850 soudures. En termes de matériel qualifié, donc finalement tous les matériels nécessaires en situation incidentelle, accidentelle, donc ça représente plus de 14 000 matériels sur Flamanville. On en a recontrôlé 8 000, donc finalement on s'est déjà donné confiance, et puis également à l'exploitant que l'installation avait un bon niveau de qualité, mais on a réussi à apporter la démonstration à l'autorité de sûreté que la qualité de ce qu'on avait construit à Flamanville était au bon niveau. Alors si on fait un petit peu je dirais que c'est la dernière ligne droite, c'est ce que j'ai dit, le sprint final vers le démarrage. La flèche à gauche, elle commence au niveau des essais à chaud, donc ça c'était vraiment un moment important qui a rythmé la vie du site en 2018, 2019 et début 2020 avec le lancement de la turbine. Ensuite, on a eu un jalonnement finalement progressif où on a cherché à comprendre les difficultés qu'on avait eues sur les soudures du circuit secondaire principal, on y reviendra, apporter la démonstration à l'autorité de sûreté qu'on serait capable de les remettre à niveau, puis lancer les travaux progressivement au fur et à mesure où notre démonstration a été acceptée par l'autorité de sûreté, pour arriver finalement en 2022 dans une phase, j'allais dire, industrielle. Actuellement, nous réalisons plus de 15 fronts de soudure en parallèle, avec un niveau d'avancement que j'évoquerai dans quelques instants. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge, c'est la remise à niveau de ce circuit secondaire principal. Et puis le passage en pré-exploitation, je l'ai dit tout à l'heure, même en exploitation, vous voyez la piscine de Flamanville, qui aujourd'hui a réceptionné l'ensemble de ses assemblages combustibles, et donc qui est entièrement prête, exploitée, surveillée par l'exploitant, prêt à mettre le premier assemblage en piscine. Notre objectif, c'est bien de finir l'ensemble de ces soudures pour la fin de l'année sur le circuit secondaire principal, qui sera finalement le point de passage sur les essais d'ensemble, les derniers essais d'ensemble qui vérifieront qu'après toute cette période de finition, l'installation est prête à démarrer. Donc là, c'est la démonstration auprès de l'autorité de sûreté que nous sommes prêts à démarrer.
suivi des préalables au chargement, pour un chargement aujourd'hui qui est vu donc au deuxième trimestre 2023. Alors juste on enchaînera avec un petit film, mais juste pour bien comprendre, si tout le monde n'est peut-être pas familier sur la remise à niveau des soudures, le circuit secondaire principal, c'est le circuit qui est en bleu turquoise et bleu clair, avec la partie vapeur en bleu clair et en bleu turquoise la partie eau. Et les soudures dont on parle, donc ce sont des soudures qui se situent légèrement à droite des deux étoiles là, qui sont les traversées enceintes, jusqu'au générateur de vapeur. Et donc nous avions 122 soudures sur ce circuit à remettre en état, dont 12 soudures particulièrement délicates, celles qui sont au niveau des traversées de l'enceinte, donc au niveau des étoiles rouges. Et je vous propose de regarder le petit film sur la droite. Alors je ne sais pas comment on le lance. Ça part en régie, je crois. D'accord, dans la régie démarre, voilà. Le son n'est pas très fort dans la salle. Si... La remise à niveau des soudures de traversée sera réalisée à l'aide d'un robot soudeur commandé à distance par un opérateur. Cette technologie, qui doit être qualifiée pour la remise à niveau des soudures de traversée de Flamanville 3, a été développée pour le parc en exploitation afin d'intervenir sur le circuit primaire. Dans le bâtiment réacteur, un tronçon de tuyauterie sera retiré pour permettre au robot soudeur d'accéder aux soudures non conformes exclusion de rupture. Le pare-jet devra lui aussi être retiré. La première soudure non conforme exclusion de rupture sera totalement éliminée en découpant la tuyauterie. La tuyauterie découpée sera alors retirée et un chanfreinage sera réalisé sur la tuyauterie en place. Des systèmes de supportage spécifiquement étudiés pour la remise à niveau des soudures de traversée de Flamanville 3 seront mis en place pour extraire et introduire les tronçons de tuyauterie. La seconde soudure non conforme sera elle aussi découpée et chanfreinée et un tronçon de tuyauterie côté bâtiment de sauvegarde sera extrait pour permettre le déplacement de la tuyauterie et la réalisation de la nouvelle soudure. Un nouveau tronçon de tuyauterie sera introduit et soudé pour compenser la perte de matière induite par le découpage de la soudure. Côté bâtiment réacteur, un nouveau tronçon de tuyauterie sera également introduit pour compenser la découpe de la soudure. Celui-ci sera ensuite soudé au flasque. Le pare-jet sera alors remis en place. Le premier tronçon de tuyauterie retiré sera réintroduit et soudé. Des contrôles non destructifs, visuels, reçuage, tir radiographique et ultrasons seront réalisés après chaque soudure. La mise en œuvre de chaque étape de ce scénario nécessitera des activités complémentaires qui font l'objet d'un séquencement détaillé. Elle impliquera également l'utilisation d'outillages spécifiquement étudiés pour la remise à niveau des soudures de traversée de Flamanville 3. Merci pour cette vidéo. Effectivement, on sait que c'est une complicité technique incroyable de faire cette réparation. Et donc, Sophie Lemaire, je vous présente. Vous êtes vice-présidente France, UK, Belgique, Afrique du Sud chez Westinghouse. Et donc, Westinghouse a participé à ces réparations, a réalisé une partie du travail. Vous allez nous présenter un peu ce que vous avez réalisé. Tout à fait. Merci Ludovic et merci Alain pour l'introduction vers cette présentation. Alors déjà, le film parle beaucoup au futur, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a une grande partie qui a été faite. Donc on pourrait maintenant refaire peut-être le commentaire en disant « a été » au lieu plutôt que « sera », ce qui est une grande satisfaction et bon, présente très bien le travail qui a été réalisé. Vraiment en quelques repères et un vrai challenge pour nous qui était à relever.
C'était une première pour l'industrie, évidemment. Il n'y a pas de configuration équivalente à ce qu'on a fait à Flamanville. Et donc, beaucoup de procédés de réparation qu'on a mis en œuvre incluaient des développements spécifiques qui ont été faits pour pouvoir en particulier accommoder les difficultés d'accessibilité des soudures de traversée. Pour autant, en fait, la genèse de ce projet, elle est assez intéressante parce qu'on travaillait avec EDF à l'époque sur la qualification des remplacements de générateurs de vapeur, et Westinghouse avait développé déjà depuis de nombreuses années des robots parce que c'est notre technologie, on fait les soudures lors des RGV par l'intérieur des tuyauteries. Et un certain nombre de personnes chez EDF avaient connaissance évidemment de ce travail-là, puisqu'on était en phase de qualification pour EDF. Et donc c'est comme ça qu'a commencé la discussion. C'était à l'été 2019, donc ça commence à dater un petit peu. Mais c'était vraiment les toutes premières discussions. Certaines personnes venaient nous voir en disant « mais est-ce que Westinghouse serait prêt à participer à ce projet ?» Alors on trouvait la question un peu bizarre, parce qu'évidemment qu'on était prêt à participer à ce projet et à faire en sorte que le PR de Flamanville puisse démarrer le plus rapidement possible pour résoudre cette problématique de reprise des soudures de traversée. Donc l'aventure a commencé à ce moment-là. Derrière, on a attaqué les premières qualifications en mai 2020. Donc je vous fais pas de dessin, mais 2020, on était en plein Covid. C'était quand même très compliqué, surtout que ces qualifications se faisaient en grande partie à l'époque sur notre site de PCI aux États-Unis, à côté de Chicago. Donc en plein Covid, c'était pas forcément évident de pouvoir maintenir une bonne collaboration entre les équipes en France, à la fois d'EDF bien sûr, et de Westinghouse. Et pourtant, on a réussi à le faire. On a mis en place des technologies de surveillance à distance pendant cette qualification. Donc on a été capable vraiment de passer au travers de ces difficultés. Au final, 8 robots ont été conçus spécifiquement pour cette opération, pour traiter l'ensemble des activités. Et je reviendrai après sur la partie innovation, mais vraiment, ce sont des robots dédiés pour pouvoir réaliser. À la fois, on parle beaucoup du soudage, mais avant de pouvoir souder, il y a toute la partie découpe, préparation de la surface, usinage, bien sûr le soudage, et puis ensuite l'arasage, tous les contrôles qui vont avec, et puis le préchauffage et le traitement thermique final de détentionnement, qui a été également un vrai challenge sur le projet. 12 mois de conception, de développement, formation, qualification des opérateurs. On est arrivé sur site en novembre 2020 et on a eu le go soudage de mémoire en avril 2021. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates, parce que tu me dis si je ne me trompe pas là. Merci. Et donc, c'était vraiment une prouesse. On ne se rend pas compte. On se dit 12 mois, c'est long, mais un planning standard pour un projet de ce type, on serait plutôt sur 48 mois dans l'industrie nucléaire dans laquelle on travaille, qui est une industrie du temps long, comme on le sait. Donc, c'était vraiment une prouesse. Et ça a été grâce à l'excellente collaboration entre les équipes EDF, les équipes Westinghouse, mais également tous nos partenaires, et également Framatome, mais également BV, enfin voilà, toutes les parties prenantes qui étaient sur ce projet. Au final, 300 ingénieurs et techniciens d'EDF, bien sûr, Westinghouse, ses partenaires, et venant de plein de pays. Donc, évidemment, de France, il y a une grande partie des effectifs qui venaient de France, mais beaucoup également des États-Unis. Notre centre de soudage était à l'époque basé quasiment exclusivement aux États-Unis, notre centre d'excellence de soudage. Des gens qui venaient du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne, de Belgique. Et encore une fois, tout ça pendant la période Covid. Donc, c'est vraiment une très belle réussite. Et je pense que c'est pour nous, voilà, le challenge à relever, c'était l'ensemble de ces paramètres. Un projet qui est ancré dans l'innovation, donc je l'ai illustré par juste quelques images. Les deux premières images, elles illustrent vraiment le soudage en lui-même. Donc vous voyez sur la première photo à gauche, une photo du robot qui est à l'intérieur de la tuyauterie. Donc celle-là, ça doit être VVP. Non, c'est ARE, pardon. J'ai du mal à me rendre compte de l'échelle sur la photo, et c'est ARE. Et donc, on voit en fait le robot qui est en train de souder avec son ombilic qui permet donc de déporter le contrôle du robot à quelques mètres, même voire quelques dizaines de mètres dans le bâtiment réacteur. La deuxième photo, c'est donc la surveillance qu'on fait en temps réel pendant le soudage du cordon de soudure qui se fait au fur et à mesure. Et donc, les personnes qui pilotent le robot à distance peuvent en permanence réajuster le robot pour que le cordon de soudure soit toujours parfaitement centré et que la qualité de la soudure soit excellente. Et donc, on parle beaucoup du soudage, évidemment, encore une fois, accommoder l'accessibilité à la fois donc, pour VVP et ARE. Donc, on a
attaqué VVP, je disais en novembre 2020, on a attaqué ARE à peu près un an après. Avec une difficulté supplémentaire sur la réparation ARE, c'est que dans le cadre de la réparation VVP, donc on faisait la passe racine en manuel, le diamètre de la tuyauterie permet l'accessibilité à l'intérieur de la tuyauterie à un opérateur. Il faut choisir une personne qui peut rentrer dans la tuyauterie et donc qui est évidemment entraînée à ça, qui est équipée avec des couvertures refroidissantes. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Et donc, mais en tout cas, c'était possible. Donc la passe racine se faisait en manuel. Sur ARE, évidemment, c'est pas possible. Le diamètre de la tuyauterie ne permet pas l'accessibilité. Donc il y a eu une difficulté supplémentaire il a fallu développer les équipements en conséquence, et que tout devait se faire en automatique à 100%. Et donc, on a développé cette technologie-là. Donc, le soudage, voilà, c'est vraiment le gros, j'allais dire, la grosse difficulté, le gros challenge, c'était s'adapter à la géométrie et l'accessibilité des tuyauteries, sachant qu'encore une fois, la technologie, on la maîtrisait déjà. La troisième photo est finalement, nous, on a tendance à considérer aujourd'hui que c'est presque l'innovation la plus emblématique de ce projet, c'est le porteur CND, sur lequel on a développé en fait une combinaison de contrôle par ultrason avec des sondes multi-éléments et TOFT, qui nous a permis de nous affranchir des contrôles radio et donc de gagner beaucoup de temps sur le projet. Et ça, c'est vraiment un développement qui a été fait from scratch, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en partant quasiment de la feuille blanche, pour développer ces robots et pouvoir réaliser ces contrôles non destructifs. Et puis la dernière photo, elle illustre le traitement thermique. Alors là, ça c'est un sujet, alors évidemment toujours pareil, une difficulté d'accessibilité, pas de possibilité d'intervenir du tout pendant toute la phase de traitement thermique pour pouvoir intervenir sur la tuyauterie. Et donc une phase de qualification qui a été très longue et compliquée aussi parce que les critères de l'ASN se sont beaucoup renforcés suite aux problématiques parc qu'il y a eu il y a 2 ans maintenant. Donc ce sujet-là a été également l'objet de nombreux développements avec nos partenaires. Et aujourd'hui, on a réalisé les premiers traitements thermiques avec succès. Donc c'est une technologie maintenant qui fonctionne et qui a fait la démonstration de sa performance. Donc une grande satisfaction pour les équipes. Et puis le dernier point que je voulais aborder quand même, c'est toujours une grande aventure humaine. Vous avez quelques photos qui illustrent cela. La photo de gauche, donc c'est les équipes Westinghouse multiculturelles lors de la qualification ARE. Sur cette photo, il y a des Français, des Américains, des Suédois, des Anglais, des Belges, je crois, donc des Espagnols également. Donc c'est vraiment pour nous une grande réussite d'avoir été capable de mobiliser ces compétences et ces expertises qui étaient dans plein de pays, finalement, disponibles chez nous, mais qu'il a fallu rassembler autour de ce projet. Et des gens qui sont restés plus de 2 ans sur le projet, qui pour certains sont même encore là, donc loin de chez eux, et qui pour autant sont embarqués dans cette belle aventure et sont ravis d'y être embarqués. Quelques chiffres, on est à peu près, en moyenne, on est autour de 180 personnes sur site Westinghouse. Je parle uniquement du personnel Westinghouse et de ses partenaires. Encore une fois, c'est une moyenne. On a des pics à 230 personnes sur le projet. Donc, ça vous donne un petit peu les échelles du nombre de personnes dont on parle. Beaucoup de jeunes, donc ça c'est aussi assez enthousiasmant parce qu'on a aussi été capable d'embarquer beaucoup de jeunes générations sur ce projet-là qui vont pouvoir maintenant s'attaquer au gros challenge dont parlait Xavier tout à l'heure avec un programme de construction en Europe exaltant. Donc c'est des gens qui je pense aujourd'hui sont acquis à la cause du nucléaire pour toute leur carrière, en tout cas je le souhaite. Et la dernière photo pour illustrer également l'aventure humaine, c'est que donc je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le centre d'expertise de soudage de Westinghouse, quand on a démarré le projet, était situé aux États-Unis. Alors, on a toujours un centre d'expertise aux États-Unis, évidemment, on l'a pas fermé, mais on a dupliqué cette organisation
en Europe et en France en particulier, donc à Chaponnet où on a ouvert ce centre. Et aujourd'hui, on recrute en fait des soudeurs qui travaillent au quotidien aux côtés de nos experts en soudure américains, qui s'entraînent sur nos robots qui ont été développés par les Américains et qui aujourd'hui sont en train d'importer finalement ce savoir-faire en France pour qu'il soit mis au service de l'industrie européenne et française en premier lieu, évidemment. Donc une très belle aventure qui n'aurait jamais été possible sans vraiment la coopération qu'on a pu avoir tout au long du projet, et c'est encore une fois, c'est pas fini, hein, avec Alain et ses équipes. On a vraiment un mode de fonctionnement qui est exemplaire et en termes de coopération, c'est-à-dire qu'on a été amené plusieurs fois pendant toute la durée du projet à revoir le scénario, à changer l'ordre des activités. Les équipements ont été aussi conçus pour permettre cela, mais c'est pas qu'un problème d'équipement, c'est aussi un problème de confiance entre les équipes, d'être capable de réinventer le planning en permanence pour pouvoir s'adapter à des difficultés technologiques, pour pouvoir s'adapter à un jalon réglementaire qui n'est pas tout à fait prêt au moment auquel on voulait qu'il soit prêt. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe qu'on fait aujourd'hui avec les équipes de Flamanville 3. Donc je voulais remercier Alain au passage. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Effectivement, c'est une prouesse technologique, alors pas seulement de la famille EPR, mais aussi de la famille nucléaire. Pour revenir sur vous, Alain, il y avait d'autres reprises à faire. Et il y avait aussi le Rex de Taishan qui s'est posé à la fin du chantier. Si vous pouvez nous présenter ces deux éléments avant de passer la parole à Vincent. Oui, je vais déjà rebondir sur ce que disait Sophie. 230 personnes en pointe côté Wisting. Si on rajoute les équipes chargées de la surveillance, des contrôles, rien que sur le chantier des traversées, c'est à peu près 300 personnes. Et si on prend l'ensemble des activités, parce que finalement le circuit secondaire principal, je vous ai dit, c'est 122 soudures à remettre en conformité. C'est jusqu'à 800 personnes qui ont travaillé sur ce circuit ces derniers mois, donc c'est quand même significatif. Et j'en profite, c'est une vraie aventure humaine, que ce soit sur les traversées avec des développements finalement dans certains cas de première mondiale, mais sur les autres activités, là également des choses pas faciles, avec une forte coactivité entre les équipes. Et j'en profite pour citer bien évidemment les équipes Framatome et son GMES qui travaillent sur les soudures qui ne sont pas sur les traversées, et puis l'ensemble des centres d'ingénierie qui sont en appui, et puis également Bureau Veritas qui nous assiste pour finalement le compte de l'autorité de sûreté, qui s'assure encore une fois que la qualité de ce travail de remise à niveau est fait dans les meilleurs standards. Et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Toutes les inspections de l'autorité de sûreté sont positives, donc il faut qu'on continue comme cela jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la dernière soudure, ne rien lâcher. En termes d'avancement, vous voyez, sur les 122 soudures, 86% des soudures ont démarré à différents stades d'avancement. 86%, c'est le maximum qu'on peut faire, parce que les 14% qui manquent, c'est les closers, donc c'est les morceaux tuyaux qui fermeront les circuits. Donc bien évidemment, on les mettra à la fin du chantier. Donc on est au maximum de ce qu'on peut faire pour l'instant sur les soudures accessibles. Et en termes d'avancement, on a 60% des soudures qui sont finies, réalisées. Donc maintenant, on est dans la phase de traitement thermique. Donc on avance avec toujours cet objectif donc, de fin de ce chantier pour la fin d'année. Alors le Rex Taishan, de manière très, très rapide, alors les photos illustrent bien ce qui s'est passé, pour ceux qui ne sont pas familiers des assemblages combustibles. Donc vous voyez l'assemblage en position verticale avec des grilles qui permettent de maintenir l'ensemble des crayons combustibles. Donc on voit mieux une grille là sur la photo en bas à droite. Et puis les ressorts dont on a beaucoup parlé suite au retour d'expérience de Taishan, qui sont illustrés par la petite photo au-dessus. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les petits ressorts qui maintiennent ces crayons combustibles qui ont finalement été sous-exposés lors du premier cycle de fonctionnement à Taishan, uniquement sur les assemblages combustibles qui sont situés en périphérie du cœur. Donc ils ont été finalement, ils ont reçu un rayonnement neutronique moindre, et qui a conduit notamment pour la grille la plus basse. On peut facilement imaginer que cette grille, c'est celle qui voit le moins de flux neutronique. Finalement, un durcissement de ces ressorts qui n'a pas eu lieu. Et au deuxième cycle, on a observé donc des ruptures de ces ressorts, occasionnant donc des dégradations, donc des gaines du combustible. Donc la solution, elle est relativement simple. En plus, elle était connue
dans les pratiques sur le parc en exploitation. Elle consiste assez simplement à rajouter un traitement thermique amélioré sur ces grilles de maintien donc des crayons combustibles, de manière à s'affranchir de ce risque de rupture des gaines sur les assemblages. Donc pour Flamanville, d'ores et déjà, la solution a été instruite, présentée à l'autorité de sûreté. Donc l'instruction avec l'autorité de sûreté va se poursuivre en 2022. Et j'allais dire, en parallèle, on a d'ores et déjà commandé 64 assemblages de combustible qui seront installés donc en périphérie du premier cœur qui sera chargé à Flamanville, de manière à s'affranchir à 100% de ce problème-là. Donc voilà, la solution est mise en œuvre et l'instruction se poursuit. Les premiers échanges avec l'autorité de sûreté sont positifs. Je dirais que ça suit son cours. Parfait, merci pour ce point. Donc on sent bien qu'on est dans cette phase intermédiaire entre la fin du chantier et la préparation de l'exploitation. Donc Vincent Vanelli, vous êtes directeur délégué de Flamanville 3. Et donc, vous pouvez nous faire un point, nous présenter un peu comment se passe cette transition entre ces deux étapes majeures du projet. Alors oui, bonjour à tous. Donc pour la transition, pour la préparation à l'exploitation de nos équipes du CNPE, donc les équipes d'exploitation se préparent depuis plusieurs années, en fait depuis le début du chantier, aux côtés de la direction de projet. Mais nous disposons aujourd'hui des effectifs attendus pour exploiter l'EPR dès le démarrage. Et nous continuons à recruter pour atteindre une cible qui nous permettra de conduire le premier cycle et surtout de piloter le premier arrêt de tranche, la visite complète numéro 1, donc avec une cible effective un peu plus élevée encore, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous prenons en charge progressivement les systèmes, Alain en a parlé, progressivement les systèmes de l'EPR, les systèmes qui sont arrivés à maturité. Donc on exploite déjà 70% des systèmes, 90% des bâtiments. Donc voilà. Nous avons réalisé plusieurs opérations emblématiques, dont une qui a marqué une étape importante pour l'exploitation pour Flamanville 3. C'est la réception du combustible neuf, donc les 245 assemblages du premier cœur. On en réceptionnera encore 64 autres, d'après ce que vient d'expliquer Alain. Donc voilà, ça a été une grande étape et si je maîtrise la zapette... Ah non, c'est peut-être pas moi qui vais lancer la vidéo. Si on peut lancer la vidéo. Voilà, merci. Donc voilà une vidéo retraçant la réception du combustible neuf. Donc voilà, nos équipes spécialisées dans ces opérations avaient été préalablement formées, entraînées. Ils ont répété les gestes à blanc de nombreuses fois. Voilà, cette réception de combustible neuf, cette phase de réception a duré 6 mois. Voilà, donc on peut dire que c'était une vraie réussite et une vraie fierté finalement pour les exploitants que nous sommes. Les opérations se sont déroulées comme prévu. L'ensemble des contrôles à la réception du combustible, les contrôles n'ont révélé aucun défaut, aucun écart. Et surtout, on a démontré que notre méthode de préparation de nos équipes pour ces opérations importantes était une méthode efficace. Là, vous avez une synthèse de toute la cinématique de réception, les contrôles.
Voilà, donc 6 mois de réception combustible, grosse opération pour nous, exploitants, hein, donc finalement. Et comme je vous l'ai dit, donc, nous appliquerons ce processus de préparation, c'est surtout ça qu'il faut retenir aujourd'hui, enfin pour nous en tout cas, ce processus de préparation des équipes pour toutes les grosses opérations, pour toutes les opérations à venir. Donc le chargement combustible dans le cœur, l'intégralité du chargement, la montée en pression, température du circuit primaire, la divergence, hein, donc la première réaction en chaîne dans le cœur, et puis le couplage, les premiers mégawatts, le premier mégawattheure de l'EPR qu'on attend avec impatience, et la montée en puissance bien sûr. Voilà, alors la préparation des équipes est fondamentale, mais n'est pas suffisante. Voilà, nous avons aussi besoin de procédures, de systèmes d'information, d'outillages spéciaux, de pièces de rechange. Donc voilà, il y a encore beaucoup de domaines à scanner. Bien sûr, nous y attachons depuis des années, hein, et donc il y a 12 domaines à piloter pour notre préparation à l'exploitation. Donc 12 cibles que nous devons atteindre pour nous déclarer prêts à démarrer. Donc ces 12 cibles, elles sont là. Voilà, alors je ne vais pas toutes les balayer, mais la toute première, évidemment, la cible dite 0. Donc c'est bien sûr d'avoir des installations finalisées, testées conformes. Nous participons bien sûr aux essais de nos systèmes, les essais d'ensemble également. Ensuite, nous devons préparer les compétences nécessaires pour piloter ces installations, pour réaliser la maintenance périodique, pour la logistique, pour la chimie, etc. C'est la cible, les compétences, bien sûr, c'est la cible numéro 1. Donc j'en ai déjà un peu parlé. Aujourd'hui, les équipes exploitantes EDF comptent 530 personnes sur site. Et nous approchons des 100 000 heures de formation par an pour ce personnel-là. Alors, je ne vais pas tout balayer l'ensemble des cibles, mais je peux aussi citer la cible numéro 4. Je ne vois pas tout là, voilà, oui, c'est ça, cible numéro 4. Les ingénieries nationales sont prêtes. Donc, c'est un autre point important. Hein. Donc, sous-entendu, les centres d'ingénierie du parc en exploitation sont prêts à accoster FLA3 au processus de la division production nucléaire. Donc, les experts des services centraux doivent être prêts à appuyer FLA3, qui sera un réacteur unique sur le parc, même si effectivement le PR2 y ressemblera fortement, seront cousins, comme vient de le dire Xavier Ursa. Néanmoins, on restera quand même un palier unique avec des particularités. Et donc ces compétences d'expertise qui se préparent depuis de nombreuses années sur le parc, donc elles seront indispensables pour nous appuyer. Et donc il faut aussi se préparer avec eux et les préparer à parler la langue EPR, première langue, quoi. Enfin, voilà, ou couramment, allez. Voilà. Autre cible fondamentale, c'est la cible numéro 7. Elles sont toutes importantes, hein, bien sûr. Il faudra monter patte blanche sur chacune de ces cibles. Mais la cible numéro 7, c'est les contrats avec nos futurs partenaires industriels qui doivent être au point pour exploiter, pour la future maintenance périodique, pour la fourniture des pièces de rechange, etc. Voilà. Nous devrons, au final, et avant le chargement du combustible dans le réacteur, démontrer que nous serons prêts dans tous ces domaines. Et en particulier le démontrer à l'ASN, bien sûr, hein, qui nous demandera des comptes avant de nous délivrer toutes les autorisations de démarrage qu'on attend. Alors, sommes-nous prêts ? Nous le sommes à 90%. Les 10 derniers pourcents, bien sûr, ne sont pas les plus simples à arracher. Hein, mais nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire et les trajectoires pour y aller, pour y parvenir, sont suivies avec précision. Alors voilà. Vous, Vincent, vous avez un avantage, c'est qu'il y a des EPR qui ont démarré en Finlande et à Taishan. Du coup, comment vous tirez déjà l'expérience ? Est-ce que vous apprenez déjà des choses et comment vous allez bénéficier de ces premiers démarrages ? Alors effectivement, on profite de l'expérience, notamment de Taishan et de Kivoto. Donc pour ça, nous avons des correspondants permanents sur ces deux sites.
qui communiquent. Ça va dans les deux sens. Hein. Donc voilà, c'est un échange d'expérience dans les deux sens. Évidemment, on profite de ce qui s'est passé sur Taishan et de ce qui s'est passé sur Olkiluoto lors des phases de démarrage pour intégrer ce retour d'expérience, pour enrichir nos analyses de risque, pour faire quelques modifications aussi au passage. Hein. Donc voilà, on a parlé du retour d'expérience du combustible de Taishan, évidemment c'est le plus emblématique, mais il y en a d'autres. Voilà, on a une organisation qui, toutes les semaines, scrute ce retour d'expérience des autres exploitants d'EPR. Alors on engrange leur expérience sur le volet technique, mais pas seulement. Donc on engrange aussi de l'expérience sur les méthodes, sur les plannings aussi surtout, enfin, Olkiluoto en particulier, l'enclenchement du planning de démarrage, le retour d'expérience sur les essais de démarrage. Voilà, donc on en profite. On leur fait part aussi de notre expérience à nous, hein, donc nous des échanges entre experts, une collaboration de plus en plus forte hein, avec Olkiluoto, puisque depuis quelques semaines, donc, on constitue des groupes d'experts qui se parlent sur des sujets techniques divers. Voilà, donc, et on en tire vraiment, on en tire vraiment du bénéfice de part et d'autre, quoi. Voilà. Alors c'est crucial pour nous EDF, pour les autres exploitants aussi, j'espère. Hein, donc, mais c'est crucial pour le démarrage de Flamanville 3, bien sûr, et sans doute pour les autres projets EPR, HPC, Sizewell, EPR2. Voilà, des futurs projets qui feront l'objet la table ronde suivante, je crois. Et pour comprendre, il y a des gens de vos équipes qui sont sur place en permanence à Olkiluoto? On a des gens, on a du personnel, nos correspondants, donc qui sont détachés. Voilà. Alors qui soit participent avec Areva Olkiluoto aux opérations de démarrage, hein, avec des fonctions précises, mais qui tous nous alimentent toutes les semaines avec voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on pourrait en tirer, voilà ce qu'on peut échanger avec l'exploitant local, etc. quoi. Donc ça, c'est... Voilà. Et ces gens-là reviennent petit à petit, et pour la plupart sur Flamanville, et nous apportent une expérience riche, et on en profite largement, quoi. Voilà. Vous voulez intervenir, Alain ? Oui, c'est en complément. J'ai une équipe d'essayeurs aujourd'hui en Finlande, donc, qui ont suivi tous les essais. Donc à la fois pour aider nos collègues finlandais, mais c'est aussi l'acquisition d'expérience pour démarrer Flamanville 3. Donc ça marche bien. Alors merci pour cette présentation exhaustive de tous ces aspects. Alors on ne va pas se mentir, on est entre nous, il y a eu un léger décalage dans le calendrier sur Flamanville. Entre-temps, il y a eu le plan d'excellence opérationnelle Excel qui est intervenu. Sur toutes ces étapes, comment ce plan a permis de remettre en place une dynamique favorable qu'on voit aujourd'hui ? Je dirais que le plan Excel, avec l'arrivée d'Alain Transer, s'est beaucoup nourri finalement de l'expérience de Flamanville. Et nous sommes attachés à construire ce retour d'expérience, à le formaliser. On a beaucoup partagé avec Gabriel, là, que je vois dans la salle, pour le projet EPR2. Et finalement, le plan Excel qui alimente toute la filière, hein, pour aller chercher ce niveau d'excellence et ce niveau de qualité nécessaire pour finalement ce renouveau du nucléaire, s'enrichissent beaucoup de notre expérience. Nous, notre priorité qu'on a affichée à la qualité, c'était nécessaire, mais on était déjà lancé. On est sur une fin de projet. Le plan Excel alimentera les projets qui sont devant nous. Il nous reste une dizaine de minutes. On va prendre les questions de la salle. Alors, si on parle les micros, et puis je vais voir des mains se lever, j'en suis certain. Pas trop. Ah bah Valérie, toujours. Bonjour, vous en avez parlé un petit peu. Qu'est-ce que ça représente pour les ingénieries et l'ensemble des équipes de la DPNT d'accueillir un nouveau réacteur, en fait? Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas accueilli un nouveau. Un défi. Et puis un beau challenge, quoi. C'est quand même... Il y a combien d'équipes qui sont impliquées dans cet accueil pour qu'on se représente un petit peu les process en dehors du site de Flamanville? Je vous avoue que je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Donc, alors, il y a une répartition des expertises qui est faite en fonction du type de matériel, par exemple. Si c'est un matériel très proche, si un matériel de l'EPR qui est très proche d'un matériel qui existe sur le parc, l'expert ou les experts restent à
à l'UNI, par exemple, hein, donc l'unité centrale pour le parc en exploitation. Si le matériel est très spécifique à l'EPR, les collectrons, les aéroballs, des choses comme ça, le SEMPEL, là, les experts, on va les mettre chez nous, forcément. On sera seul sur ces matériels-là, en attendant peut-être le PR2. Donc les experts seront sur Flamanville 3. Quoi, voilà. Ensuite, il y a tout un tas d'expertises sur le pilotage, sur l'exploitation, où on sollicite nos experts, nos centres d'ingénierie nationale. Je ne veux pas dire que pratiquement toutes les équipes de nos centres d'ingénierie sont concernées, mais pas loin. Les pièces de rechange, nos contrats, on accoste la plupart de nos contrats, nos futurs contrats, aux contrats du parc. Donc les contrats du Théo, la direction du Théo qui s'occupe des gros contrats avec nos partenaires, nos principaux partenaires, accoste petit à petit FLA3 à ces contrats-là. Donc je dirais la plupart des équipes des ingénieries nationales sont concernées. Voilà. D'autres questions là-haut? Je vois une main qui se lève. Merci. Oui, dans le prolongement de la question, je voulais savoir si les ingénieries projets qui ont supporté le projet de construction allaient rester en support de Flamanville 3 pour l'exploitation, au moins pour un certain temps, comme ça s'était fait sur les paliers précédents. Puis ma deuxième question, alors sans être provocateur, mais au-delà du démarrage, il y a le premier arrêt de tranche, qui est toujours un arrêt compliqué, puisque c'est la visite complète initiale. Donc je voulais savoir si la DPN se préparait déjà à cet arrêt de tranche, puisqu'il y a toute une phase programmation, et il y a aussi des activités qui sont souvent reportées au premier arrêt de tranche, à la visite complète numéro 1, pour permettre le démarrage des engagements auprès de l'autorité de sûreté. Donc je voulais savoir si la DPN travaillait déjà sur ce premier arrêt de tranche. Ok, donc merci Jean-Marc pour la question. Oui, bien évidemment, l'ingénierie va prolonger le soutien à Flamanville 3 après le démarrage. Donc, en l'occurrence, Advance va suivre Flamanville 3 sur les 10 premières années, jusqu'à la première décennale, avant que DeepDE, donc l'ingénierie du parc en exploitation, prenne le relais après la première décennale. En parallèle de ça, DeepDE va monter en compétence sur le produit EPR, qui n'est pas aujourd'hui un produit connu sur le parc, de manière à acquérir des compétences, j'allais dire, par frottement avec Advance, mais également en récupérant des ressources du projet Flamanville 3 lorsqu'on va le dégréer. Donc on a bien ce biseau progressif pour que à la fin de la VD1, DeepDE soit complètement autonome pour la gestion de l'EPR de Flamanville. La phase transitoire, donc c'est Advance qui est aux commandes, avec une particularité peut-être un peu différente de ce qu'on a connu sur le parc, c'est qu'on aura une ingénierie locale, une base avancée qui sera significative. Actuellement, on a déjà une 60aine de personnes présentes en permanence sur le site donc de la base avancée d'Advance. Et cette base avancée a plutôt vocation à être élargie, de manière à avoir une autonomie ou en tout cas un appui à l'exploitant qui soit robuste sur site. Et puis la base arrière derrière qui sera chargée de répondre à toutes les problématiques donc d'une tranche qui démarre. Préparation de la VC1, ça a été évoqué. Bien évidemment, on commence déjà sur la préparation de la VC1 sous l'angle ingénierie, avec des affaires qui sont programmées sur la VC1, des affaires qui seront décalées donc, de la période de démarrage à la VC1. Donc tout ça, c'est également calé, et bien évidemment avec les équipes d'exploitation qui sont déjà embarquées. Alors je ne dis pas que le planning détaillé de l'arrêt de tranche n'est pas encore fait. La préparation modulaire, on n'est pas encore au dernier module. Mais par contre, la phase amont, définition des affaires, sélection des affaires, chiffrage, contractualisation, c'est bien lancé. Et je te laisse prendre la main. Vincent, vous complétez Non, voilà, je pense que tout est dit. Effectivement, alors on sent l'expérience dans la question, donc effectivement, forcément, il y a des choses qu'on reporte sur le premier cycle ou sur le premier arrêt de tranche. Donc le premier arrêt de tranche, vous le savez mieux que moi visiblement, sera un arrêt de tranche chargé. Oui, ce sera une grosse opération qui va durer un certain temps sans doute
et qui se prépare, oui. Donc, alors, le planning n'est pas ficelé, hein, Alain vient de le dire, hein, mais l'opération se prépare déjà, oui. Question suivante. Je vois au 5e rang, à gauche. N'hésitez pas à vous présenter en posant la question. Merci. Bonjour, Aline Brachet, journaliste pour l'agence de presse AEF Info. Est-ce que vous considérez que l'EPR de Flamanville est à risque d'un phénomène de corrosion sous contrainte? Est-ce qu'il y a des actions préventives que vous pouvez mener à ce stade? Et j'aurais besoin d'une précision aussi sur le premier arrêt de tranche. Est-ce qu'il est prévu le changement du couvercle? Est-ce qu'il est bien prévu pour ce premier arrêt? Merci. Alors, bien évidemment, on suit de près l'affaire corrosion sous contrainte. Il n'y a pas de corrosion sous contrainte sur Flamanville, hein. Nous sommes sur des circuits qui n'ont pas fonctionné. Donc, la corrosion sous contrainte sur les circuits d'injection de sécurité n'existe pas à Flamanville. Néanmoins, nous avons fait donc une analyse des premières conclusions issues du parc nucléaire en exploitation, même si ces conclusions ne sont pas complètement figées, de manière à nous former notre propre conviction sur la conception du circuit de Flamanville, sur les procédés de soudage qui ont été utilisés. Et aujourd'hui, on a un bilan qui a été donc rédigé en lien avec les centres d'ingénierie en appui donc à Flamanville 3 et présenté à l'autorité de sûreté, où on estime aujourd'hui avoir une bonne confiance à la fois dans la conception des lignes de Flamanville et également dans la réalisation des soudures, notamment avec l'arasage des soudures, donc les dépôts ou la petite bosse de métal fondu qu'on peut avoir à l'intérieur d'une tuyauterie lorsqu'on fait les soudures sur Flamanville. L'ensemble de ces arasages a été réalisé. Donc on est dans une configuration sur Flamanville qui est plutôt très favorable sur le fait de ne pas être embêté avec la corrosion sous contrainte. Bon, il faut rester humble, continuer à observer les avancées et les conclusions définitives qui seront faites pour l'affaire Parc, pour pouvoir statuer pour Flamanville. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de corrosion sous contrainte à Flamanville et nous sommes confiants sur l'exploitation de ces tuyauteries telles qu'elles ont été réalisées. Concernant la deuxième question, du coup. Et pour la deuxième question, oui, concernant le couvercle, oui, c'est toujours au programme. D'ailleurs, on n'a pas le choix, hein. La décision ASN n'a pas changé. Vous devez remplacer le couvercle sur le premier arrêt de tranche. Donc nous remplacerons le couvercle lors de la VC1. Voilà, c'est inévitable. Donc Alain est allé vérifier lui-même que les opérations avançaient bien sur le couvercle, il y a quelques jours d'ailleurs, hein. La semaine dernière, oui, j'ai été voir le couvercle de Flamanville qui est en cours de fabrication, donc de manière nominale pour être prêt en 2024. Donc voilà, oui, ça reste au programme. Grosse opération d'ailleurs. Merci beaucoup. J'en profite pour signaler que la section technique 4 de la SFEN a fait un excellent papier sur les CSC que vous pouvez consulter sur le site. Une dernière question, il nous reste quelques secondes pour une dernière question éventuellement. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Merci. Merci à vous tous pour ce panel et à bientôt.